Merci, Pierre. Ce qu'on va faire maintenant, en 5 minutes, c'est le tour de tous les enjeux juridiques qui sous-tendent le projet qu'on vient d'entendre. Alors, c'est clair que ce ne sont pas les résultats juridiques que je vous donne, mais la partie dans l'organigramme de Louise qui porte sur le contexte juridique, l'équipe juridique, c'est Rachel et moi, soutient ce travail-là. Dans mes rêves, j'aimerais que l'équipe qui était en avant ici, au cours des 5 prochaines années, vont s'approprier avec notre soutien, peut-être pas tout le monde dans l'équipe, mais un poteau dans l'équipe, l'essentiel d'une compréhension juridique, non pas pour plaider les causes, mais pour écrire un guide qui n'exige pas que la partie juridique soit amputée du reste. Dans le sens qu'il ne faut pas que les avocats écrivent ça, puis vous faites le reste. Il faut vraiment l'approprier dans la démarche. Du côté syndical, c'est très approprié déjà pour le droit québécois. Mais le contexte dans lequel on va faire ce guide, on étant vous, mais avec notre soutien, bon, même si on se réserve au Québec, et l'esprit n'est pas de réserver l'outil pour les Québécois et pour les milieux québécois, mais 10% des travailleurs travaillent dans un contexte fédéral. Dans le contexte fédéral, tu n'as pas besoin de parler uniquement d'accommodement. Ce que Louise a dit, l'accès universel pour tous, pour que ce soit un milieu sain pour tous, et non pas seulement pour des personnes qui ont besoin d'accommodement, c'est la loi fédérale. C'est la loi ontarienne. C'est peut-être pas la loi fédérale appliquée, mais sur papier, l'accès universel pour des personnes avec incapacité prédit que tu es censé avoir un milieu de travail sain pour tous, ce qui fait en sorte que les gens avec des problèmes physiques ou psychologiques différents puissent rentrer dans l'équation. Alors, il y a au moins 3 juridictions qui nous intéressent. J'ai-tu fini mon 5 minutes? Non. Ça, c'est mon introduction, mais j'ai pas beaucoup de diapos. En droit québécois, et ça là, il faut comprendre aussi que moi, dans mon cas, depuis 30 ans que je travaille sur le droit régissant la santé mentale au travail, en dehors des accidents de travail et dans le contexte des accidents de travail. Puis c'est 2 choses différentes. Rachel, depuis des décennies, travaille là-dessus aussi. Elle est plus jeune, c'est pour ça. Alors, on sait la réponse à beaucoup de ces questions, mais notre but dans les 5 prochaines années, c'est de faire en sorte que ces réponses soient intégrées dans les connaissances des utilisateurs de vos outils et dans les auteurs des outils aussi, Émilie et autres, qui veulent développer ces outils. Alors, c'est quoi le droit? Lorsqu'on en parle, bon, le droit québécois, premièrement, au cœur de la problématique, c'est la question de le droit régissant l'indemnisation des lésions professionnelles de nature psychologique. Et c'est une infime minorité des gens qui vont réclamer, même s'ils sont malades à cause du travail. Ce que Louise a expliqué, la majorité des gens ne réclament pas à la SNEST, même si, depuis toujours, il y a une possibilité de faire des réclamations. À l'intérieur de ce pan de mur-là, qui est la Commission des normes et équité, santé, sécurité et indemnisation, vous avez les enjeux qui sont ici, les critères de reconnaissance, les rechutes récidives et aggravations, assignation temporaire, droit à la réadaptation, droit de retour au travail. Et tantôt, lorsque Marie-Ève a dit « mais c'est une violation des droits de la dame d'être obligée de participer à l'enquête », pas légalement. Et c'est ça le problème, c'est que les droits fondamentaux qu'on peut imaginer dans la vraie vie ne sont pas nécessairement les droits des gens au sens où, il dit, comme Mehdi, lorsqu'il a dit « je ne veux pas aller à mon expertise », la SNES a dit « c'est votre droit, on va couper vos bénéfices ». Alors, il y a tout ça à décortiquer. En dehors de l'indemnisation, on a la loi sur la santé et sécurité du travail en prévention, vous le savez. On a la loi sur les normes du travail qui véhicule non seulement les règles sur le harcèlement psychologique, mais les règles sur le congédiement illégal. On n'a pas le droit de congédier quelqu'un au Québec parce qu'ils sont malades. Est-ce que ça doit rentrer dans le guide? Harcèlement à caractère sexuel vient d'être intégré d'une manière explicite. Qu'est-ce que ça implique? Le rôle des syndicats dans la mise en œuvre de cette protection, parce que la loi ces normes, ça s'applique aussi en milieu syndiqué. On a la Charte des droits et libertés de la personne, le droit à l'égalité, qui est la source du devoir d'accommodement, dont on a parlé, mais c'est aussi la protection contre le harcèlement discriminatoire lorsqu'on retourne. Parce que si on se fait harceler parce qu'on est moins productif,
soit au niveau physique, soit au niveau psychologique. C'est une nouvelle série de questions qui peuvent être mobilisées avec une effectivité, comme on a vu hier, qui n'est pas évidente dans toutes les circonstances. Et enfin, il y a le droit régissant les conventions collectives, qui est toute une autre pan de mur sur le Code du travail, etc., etc. Il y a beaucoup de droits là-dedans à réfléchir collectivement et j'espère de manière transdisciplinaire. Vraiment qu'on soit une gang ensemble pour comprendre le droit. Si on arrive, moi, je n'ai pas de diapo sur le fédéral, mais minimalement, vu que le guide est au Québec, il faut avoir les aspects du droit fédéral. Les comités de santé et sécurité viennent d'être exclus sur la santé mentale par le projet de loi 65 au niveau fédéral. Au Québec, ils ne sont pas exclus, mais ils n'existent même pas dans beaucoup de cas. Alors, il y a des enjeux à développer là-dessus. Le droit de l'Ontario, par contre, c'est juste depuis 2018 qu'ils reconnaissent le problème de santé mentale comme étant un problème qui peut être couvert par le régime de réparation. Là, je ralentis pour 2 secondes parce que je pense que j'achève, mais je ne vais pas parler un autre 5 minutes. J'ai 30 secondes parce que c'est elle 5 minutes. Good luck with that. Alors, ce que je veux dire du côté de l'Ontario, parce que c'est quand même important, on vient de créer le droit pour les travailleuses-travailleurs à la fois au niveau des victimes de syndrome de stress post-traumatique. Il y a des présomptions qui les aident. Aussi, les aides à être indemnisées par le régime d'indemnisation. Au niveau du stress chronique, pour la première fois, on le reconnaît. Au Québec, ça a toujours été reconnu par le SNEST. Mal, mais ça existe depuis les années 80. Alors, il y a un besoin du côté des milieux de travail en Ontario pour comprendre tout ce que vous avez fait dans le premier volet qui est déjà publié. Et on espère, dans ce projet de recherche, de trouver des moyens de prendre le rapport que Louise et compagnie ont fait, qui est publié en anglais, et de l'offrir aux acteurs ontariens pour qu'ils fassent le rattrapage qui est déjà fait au Québec au niveau de ces connaissances-là. Et je pense que j'arrête. C'est exactement ce que je viens de dire, et c'est fini. Good luck. C'était 5 minutes. Bon, alors bonjour, il me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. J'ai quelques petites minutes pour vous annoncer une étude que j'entends amorcer dans les mois à venir. Ça s'inscrit dans l'objectif global du projet, c'est-à-dire un retour au travail durable pour tous et toutes. Et mon étude implique en fait d'aller sur le terrain, conduire des entretiens avec des représentants et représentantes au niveau du syndicat. Et pour ça, donc, on va voir une très grande et heureuse convergence avec la présentation de Louise Saint-Arnaud et son équipe. Plus spécifiquement, j'apporte une petit aspect conceptuel à la chose. Donc, dans le processus de réinsertion, mon intérêt à moi pour aller faire un brin de jasette sur le terrain avec le monde du syndicat, c'est que non seulement les personnes du syndicat jouent en termes de la trajectoire des personnes accidentées ou malades qui retournent au travail, ils sont des acteurs qui sont des repeat players, qui ont de l'expérience, qui gèrent un certain nombre de dossiers et donc qui vont pouvoir agir pour obtenir le meilleur issue possible pour la personne à travers le processus médical, administratif et légal. Puis, en même temps, c'est non seulement qu'est-ce que c'est le processus de réinsertion de façon objective, mais c'est aussi comment c'est vécu du point de vue de la personne. Et les représentantes et représentants du syndicat vont pouvoir aller de comment faire sens de ce processus-là dans une démarche très subjective d'accompagnement de leurs membres qui va l'aider à passer à travers le processus de deuil de son emploi. Hein, s'il y a des limitations fonctionnelles, on ne retourne plus à notre emploi. Souvent, il y a un processus de stigmatisation et une adaptation à son nouveau situation de handicap. Donc, les représentantes et représentants du syndicat vont basculer de l'un à l'autre, acteurs dans la trajectoire, accompagnateurs dans le cheminement, comment le processus est vécu.
Dans ma recherche doctorale, il y a un représentant syndical qui a dit « Ma pauvre petite madame, je vais vous expliquer comment ça marche dans la vraie vie. » Alors ici, c'est un peu mon annonce aux syndicalistes. Venez dire à vos avocates comment ça marche sur le terrain. Exemple, nous, il y a une importante décision, Louise y a fait référence, de la Cour suprême, l'affaire Caron, qui disait que les accidentés, lors de retour au travail, avaient droit à un accommodement en vertu de la Charte. Ici, on est dans les tensions disciplinaires, parce que nous, les juristes, on adore le droit à l'accommodement avec toutes ses limites. En fait, c'est du code juridique pour un processus beaucoup plus profond, qui est l'adaptation du travail à la personne. Qui, en fait, c'est comme ça que ça se passe, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont incluses par les normes actuelles. Donc, nous, comme juristes, on est aux aguets avec nos longues vues, on attend la jurisprudence du tribunal, rien ou presque rien. Alors, lors d'un colloque semblable à celui-ci, le 15 mars dernier, on a une représentante qui vient au micro nous dire « Ah, chez nous, dans l'entretien commercial, c'est le jour à la nuit, les emplois sortent. » On voit qu'il y en avait d'autres emplois que les personnes handicapées pouvaient faire. Donc, venez nous dire comment ça marche. En termes du cheminement, encore une fois, je rejoins beaucoup les propos de Louise. La proximité des personnes du syndicat est cruciale, irremplaçable, unique. Encore une fois, mon étude doctorale, le représentant syndical s'est arrangé pour dîner la première semaine du retour au travail de son membre qui avait été absent longtemps pour un problème de santé mentale. Vous imaginez qu'un représentant des ressources humaines qui dîne avec le gars qui vient d'arriver après une longue absence sur le plancher n'aide pas nécessairement sa réinsertion, alors que quand c'est le représentant syndical, oui. Donc, il y a dans ce processus de faire sens, il y a aussi un accompagnement imbriqué dans le milieu de travail. On a vu que le travail, c'est la clé pour les personnes. Or, comprendre ce qui se passe à la personne, comprendre ce que ça veut dire que l'horaire est changé, passer au travers, voir qu'on n'est pas tout seul là-dedans, le syndicat a le potentiel d'offrir un soutien inestimable à la personne. Donc, j'annonce le projet de recherche qui va s'amorcer. Comment s'appliquent les politiques de la CNESST, c'est notre commission au Québec, pour les travailleuses et les travailleurs qui nous intéressent plus particulièrement, c'est-à-dire à contrat à durée déterminée, temporaire, salaire minimum auprès du salaire minimum, qui voyagent 2 heures ou plus par jour, issus de l'immigration ou ayant subi une lésion psychologique. Encore une fois, il y a l'UTAM au Québec pour les non-syndiqués, mais tout changement qu'on va pouvoir apporter va bénéficier à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs syndiqués ou non syndiqués. Et deuxième question, cette fois-ci pour les syndiqués, comment ça marche avec les dispositions de la convention collective? Parce que c'est clair que les personnes syndiquées ont plus d'une flèche à leur arc quand vient le moment de retourner au travail. Et au-delà de ça, comment les représentantes et représentants syndicaux perçoivent tout le processus de réinsertion, quelles sont leurs réflexions, l'impact sur le travail syndical, quels sont les facteurs de réussite, quels sont les points d'accrochage. Alors, c'est la petite minute publicitaire pour l'étude Synannonce. Je remercie à tout le monde qui a mis la table avant moi et je conclus là-dessus. Merci.